Ah, parfait. Eh ben, écoute, bienvenue à toi, re-bienvenue. Ça fait grave plaisir de t'avoir. Ben, Heu merci, ouais, de m'inviter. Bah, avec plaisir, comme d'habitude. Tu sais que tu es à la maison ici. Alors, c'est vrai que tu jamais venu dans le studio, mais ça, c'est qu'une question de temps. T'inquiète, il y a pas de souci. On va y penser un de ces quatre. Mais ici, tu es chez toi et ça fait grave plaisir de t'avoir parce que, en fait, bah, depuis la dernière fois qu'on t'a eu, il s'est passé énormément de choses, notamment du côté du Japon. En fait, tu es allé combattre au Japon et je pense que tu as tapé dans l'œil des Japonais un petit peu parce que tu vas y combattre là à la fin de la semaine. Donc, j'aimerais bien que C'est ça. tu racontes un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas pu suivre, mais t'es pas dans cette organisation du Rising, qui est l'organisation de MMA de référence au Japon, qui remplit des salles et qui met des ambiances de fou. Comment ça s'était passé ce premier combat là-bas? Et après, on parlera du combat qui arrive. Ben, comme tu dis, je m'entends parler en même temps. Ok, alors attends, je sais pas comment je peux faire pour pas que tu t'entendes en même temps. C'est un problème que j'ai récurrent. Alors, attends, je vais regarder. Est-ce que c'est très 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 gênant pour toi? J'ai du mal à faire mes phrases. Ok. Attends, je vais Ou au pire, parle et attends, je enlève vais les essayer. écouteurs. Et je Ouais. te répondrai après. Non, ben, en fait, ouais, je suis toujours signée au Combatté Global Ok. et heu et du coup, en fait, comme je trouvais pas vraiment d'adversaire en 49 kilos et même en 52, j'ai le Combatté qui m'a proposé d'aller combattre, au Rising au Japon, en faisant une sorte de copromotion. Ok. Parce que toi, on Donc rappelle. Pardon, excuse-moi. je représente le Combatté sur l'organisation du Rising. Ok, super clair. Et parce que toi, en fait, la particularité de toi en tant que combattante, c'est que tu es dans une catégorie de poids qui n'existe pas du tout dans certaines organisations, en fait. Ouais, en fait, c'est un petit peu compliqué en 49 kilos parce qu'il y a peut-être 3 orgas, 4 orgas vraiment qui font ça. Donc le Combatté, mais bon, compliqué de trouver des adversaires. L'Invicta aux États-Unis, et puis sinon, c'est l'Asie. L'Asie, il y a beaucoup de 49 kilos. Ouais, parce que morphotype Et asiatique, j'imagine, correspondent mieux à ça, du coup. ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, bah, du coup, j'ai fait mon combat il y a 3 mois, au Rising contre la superstar, Rena, qui est très, très connue là-bas, très populaire. On va pas se mentir, ils m'ont envoyé là-bas un peu dans l'idée que j'allais perdre et qu'ils allaient un peu, en fait, elle voulait un peu, je pense, combattre en cage parce que c'était un peu spécial. D'habitude, ils font des combats en ring, là, c'était dans une cage et elle voulait un peu se faire à la cage pour après aller faire une carrière, aux États-Unis ou à quelque chose comme ça. Et elle s'était dit: je vais me faire la main sur Claire Lopez, la petite française». Mais finalement, je l'ai fini au dernier round sur une clé de genou qui a fait un petit buzz, on va dire, parce que c'est une clé que je suis la première femme à l'avoir fait en MMA, en fait. Donc ça a bien progressé, ça m'a donné une bonne popularité au Japon et les gens ont commencé à demander à me revoir. Le matchmaker aussi a dit, ton état, enfin, ton style nous plaît ici, c'est le profil qu'on recherche, des filles qui sont explosives et qui finissent leur combat. Et j'ai utilisé aussi les règles qui sont un peu différentes au Japon, donc ils ont aimé que je m'adapte bien à ces règles. Et voilà, ils m'ont proposé, un mois après, ils m'ont proposé le combat que je vais faire ce week-end. C'est assez dingue parce que on rappelle au Japon, ça se passe, c'est la Saitama, je crois, Super Arena, donc c'est des salles que nous on remplit pas en Europe en fait, on se rend pas compte. Même l'UFC, je crois, ça remplit pas des salles comme ça, hein. C'est un délire. Ouais, alors le 1er combat que j'ai fait, c'était 13 500 personnes, c'est des places qui ont été vendues en 1 ou 2 minutes, donc c'est énorme. Les Japonais, voilà, l'état d'esprit qu'ils ont au niveau des arts martiaux, ils adorent vraiment ça. Et là, cette fois-ci, c'est au Saitama, donc c'est là où ils faisaient à l'époque le Pride, le K1 Max, et cetera, et c'est 45 000 personnes. Donc je sais pas si en France on a déjà eu ça, mais c'est énorme. Pas encore. Le KSW a fait ça il y a pas si longtemps, il me semble, Ouais. mais voilà, c'est assez rare en MMA, on va dire. Et moi, j'étais super contente parce que c'est exactement ce que j'avais demandé à mon manager. Je voulais être sur cette carte, je voulais être devant autant de monde. Et voilà, ça s'est mis en place et je suis super contente. Il y a des gens qui débarquent dans le chat qui te reconnaissent. Il y a le vol que vous pouvez retrouver sur Twitter qui dit salut Twitch, salut la future championne en parlant de toi. Tu peux nous reparler cette soumission là, comment elle s'appelle et pourquoi elle est si. Enfin, j'imagine qu'il y a une raison pour laquelle c'est pas une soumission facile à faire et pour laquelle tu es la première femme à avoir réussi à terminer quelqu'un comme ça. Alors ça s'appelle le dog bar. C'est en fait c'est une clé de genou
que tu fais depuis la demi-garde. Donc, tu es au-dessus de ton adversaire, tu passes un bras sous une jambe, l'autre au-dessus, et puis tu pousses tes hanches contre son genou pour faire une clé. C'est pas si compliqué que ça à faire, c'est juste que c'est une soumission qui est un peu old school, qui est un peu qu'on faisait il y a longtemps, mais qu'après, je sais pas trop pourquoi, le jiu-jitsu a évolué et on ne faisait plus trop. Et puis des clés de genoux, on n'en voit pas tellement non plus en MMA, hein, c'est pas quelque chose qu'on va chercher forcément. Moi, c'est en fait, je me suis entraînée avec un ami qui a été mon coach pendant 4 ans, un Français, mais qui était à Londres, qui s'est entraîné aux États-Unis et qui a appris qui connaissait cette clé et qui me l'a montrée il y a 2 ans. Et en fait, j'ai vachement cliqué, tu vois, j'ai vachement adoré cette soumission et je l'ai fait à l'entraînement et elle passait sur tout le monde, même sur des mecs plus lourds, etc. Et c'est devenu quelque chose que j'ai acquis, que j'ai fait sans réfléchir. Ah, t'as soumis des mecs voilà. aussi avec? Oui, parce qu'en fait, ça ne demande pas spécialement de force ou de la différence de poids et c'est pas un problème. Sauf s'ils ont des muscles, des cuisses comme ça, tu vois. Mais généralement, la pression sur le genou que tu mets, ils tapent direct, tu vois. Et donc, une fille de mon poids, ça lui a pété les ligaments, là, parce qu'elle a tapé trop tard, elle s'est pas rendue compte de ce qui s'est passé. Je pense qu'elle n'a pas capté ça allait lui faire mal. Elle a tapé au dernier moment et ça a craqué, ça a pété, voilà. Parce qu'en fait, tu mets une pression et le genou, en gros, c'est comme si tu appuyais sur la rotule à fond et tu le tirais comme ça, quoi. Alors en fait, avec mon propre talon, je tire son talon. Ok. Et avec ma hanche, j'appuie sur son genou. Donc voilà, ça fait une extension. Une extension de la hanche. Et est-ce que tu as... Parce que la dernière fois qu'on t'avait eu en interview, tu nous expliquais que c'était très particulier ta situation parce que tu es une combattante française, mais qui ne s'entraîne pas en France. Que du coup, en termes de visibilité, c'était pas forcément optimal pour toi, etc. Donc c'est vrai que tu étais assez surprise qu'en France, très peu de personnes finalement ni te connaissaient ni parlaient de toi. Comment ça a évolué depuis ça? Parce que tu l'as dit, cette soumission-là, elle a fait le tour des réseaux, elle a fait un peu le tour du monde. Les vrais spécialistes, etc., savent très bien que c'était un truc de ouf ce que tu as fait, d'une part parce qu'on t'envoyait sans doute perdre, le faire valoir d'une combattante, mais en plus, non seulement tu gagnes, mais tu la termines, et tu la termines avec une soumission qui n'a jamais été faite. Donc là, en termes de cases que tu as coché des trucs qu'il y a des gens qui ne cochent jamais. Donc comment ça a évolué? J'ai coché pas mal de cases. Ça a été repris beaucoup aux États-Unis, au Japon, tu vois, cette vidéo. Pas tant que ça en France, mais c'est vrai que j'ai un peu gagné en visibilité, un petit peu dans certains médias, mais franchement, je trouve que au niveau de l'ampleur de cette organisation, de ce combat, de ce que ça représentait, de qui elle était, la fille en face, ça n'a pas non plus fait, tu vois, un boucan d'enfer. Voilà, il y a des gens qui combattent en France, qui font peut-être des performances un peu moindres, mais du fait que tu combattes en France, tu vas avoir beaucoup plus de bruit autour de toi. Et après, voilà, c'est le jeu. Moi, je sais que quand je suis partie de France, je savais que je faisais un peu une croix sur ça, sur cette visibilité en France. Je ne sais pas trop d'où ça vient, pourquoi. Est-ce que c'est le discours que j'ai en disant qu'à l'étranger, on trouve mieux au niveau entraînement, etc. Je ne sais pas si ça dérange, mais voilà, après, c'est pas grave, c'est pas très, très grave. Tant qu'au Japon, ils demandent à me revoir combattre et qu'on me refait combattre, ben moi, c'est cool parce que c'est ce que je veux. Et peut-être que plus tard, avec la ceinture, ça va encore un peu évoluer, mais c'est vrai que c'est pas fou, quoi, niveau média. C'est ça. Et bon, alors moi, du coup, j'ai mes petits éléments de réponse. Et si tu veux, on peut en discuter. Tu me diras ce que tu en penses. C'est que, Bien sûr. Au-delà du fait, tu vois, je suis pas sûr que tu as eu des propos qui sont logiques et qui sont factuels. C'est qu'aujourd'hui, tu as plus d'intérêt à t'entraîner au Royaume-Uni de par le fait que la légalisation du sport, elle a été faite bien avant, qu'il y a déjà des écuries de champions, et j'emploie bien le terme champions, qui sont en place au Royaume-Uni. On n'a pas de champions en France, donc forcément, logiquement, tu n'as pas une écurie de champions qui existe, c'est logique. Et puis, il y a peut-être aussi, les gens ont peut-être plus de connaissances et sont peut-être moins attirés par le côté hype, mais plus par le côté, finalement, je connais ce sport, je m'intéresse aux choses. Là où en France, on a des exemples de combattants amateurs qui sont déjà plus connus que des pros. Il y a des événements amateurs qui font plus de hype ou de buzz sur les réseaux que les pros. On est en train de se construire. Après, on ne sait pas forcément où on va
dans la manière dont c'est consommé le MMA, dans l'impression que j'en ai, effectivement, tu as l'UFC qui restera toujours voilà, le Graal et le sommet. Mais c'est vrai que tu vois, sur les ligues, on va dire, on n'a pas un niveau de connaissance de ouf, je trouve, sur les ligues asiatiques, par exemple. Tu vois, le Rising, je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est. Le One, qui est aussi une des références. Moi-même, le premier, je trouvais que c'était un format qui est un peu difficile à comprendre parce que tu mixes un peu les arts martiaux et tout. Moi, je pense que c'est surtout de la méconnaissance, en fait, de ce truc-là. Et justement, j'avais une question là-dessus. Quand tu as fait, parce que dans le milieu, quand tu es un vrai spécialiste du MMA, je pense que quelqu'un qui fait ça au Rising, on se rend compte de ce que c'est. Donc forcément, en termes de crédibilité et de respect pour toi en tant que combattante, ça augmente. Est-ce qu'il y a des orgas françaises qui t'ont contacté pour venir combattre en France un peu ou pas du tout? Alors moi maintenant, on me contacte plus trop directement, je pense, parce que j'ai souvent dit contacter mon manager en premier. C'est vrai qu'avant ces combats, déjà, il y avait une ou deux orgas françaises qui m'avaient contacté. Je leur avais dit que j'étais déjà sous contrat, que je ne pouvais pas me libérer et que de toute façon, je n'étais pas tellement intéressée à repartir dans des orgas un peu moyennes, entre guillemets, en termes d'ampleur, tu vois. C'est pas des grosses orgas. Donc, j'ai pas trop C'était d'intérêt quoi, à par aller exemple? combattre là. Désolé de te couper, mais juste pour les citer, mais c'est Euh, pas péjoratif, hein, c'est juste qu'on se rende compte, et non, même non, nous, hein, qu'on puisse expliquer que là où tu es, c'est peut-être encore au-dessus de ça, pour ceux qui ne savent pas. bien sûr. Ben, j'avais Hexagone, mais après, à ce moment-là, contractuellement, il fallait négocier avec le combattant qui était pas très chaud, Mhm. mais qui me donnait pas de combat, pardon. Et au niveau financier, c'était la moitié, donc moi, je m'y retrouvais pas tellement. Je voyais pas trop l'intérêt de faire une grosse prépa pour avoir moins d'argent, alors que j'aurais pu attendre un peu et avoir plus. Mhm. Et maintenant que je suis au Rising, c'est encore pire, c'est-à-dire que là, je suis vraiment dans une très grosse orga qui paye très très bien, qui est très très visible en Asie, et j'ai aucun intérêt à venir combattre en France. Ok. Et comme tu disais, le Rising, c'est connu des gens qui sont du milieu parce que c'est le descendant du Pride, c'est la première orga de MMA, tu vois, qui a existé. Je pense qu'en France, en fait, comme le MMA vient de se légaliser, les gens connaissent que l'UFC et le Bellator un peu parce qu'ils ont été à Paris. Mais c'est l'UFC, tu vois. Et si c'est pas l'UFC, ben ils connaissent pas. Donc ils se rendent pas compte en fait de ce que c'est ces orgas que tu citais, tu vois. Ouais. Puis, bon, comme je t'ai dit, enfin, moi j'ai un exemple qui est probant. C'est que typiquement, tu vois, un événement amateur qui s'appelle l'AEF en France, qui font un travail vraiment sur la communication et le côté hype de la carte assez monumental parce que tu sais, ils vont chercher des Jonathan McCarty, des Malik Abdouragimov, tu vois, ils essaient de prendre un petit peu le côté. En fait, ils ont compris le côté tête d'affiche, tu vois, pour vendre un peu l'événement, le hyper sur les réseaux et tout. Et après, ça reste un événement amateur. Mais quand tu vois les interactions et ce que ça suscite sur les réseaux, tu te dis, putain, en fait, c'est trop bien pour le MMA amateur. Mais d'un côté, c'est un peu triste pour le MMA professionnel parce que bah finalement, si t'es orga ou combattant et que t'as pas toute cette conscience de communication, etc., tu peux rester plus dans l'ombre que certains amateurs. Tu te rends compte du truc, c'est un délire quand même. Bien sûr, hein. Ouais, c'est pour ça, il y a des mecs, des fois, ils signent dans des orgas alors elles vont pas faire beaucoup de bruit. Et finalement, c'est des mauvais choix, des mauvaises décisions de carrière. Faut prendre en compte ce côté marketing aussi qu'elle a, l'orga. Hmm. Après, Rising, ça a l'air de. J'ai l'impression que vous vous êtes bien trouvé en fait, parce que toi, ça correspond. Je dis pas que c'est forcément une volonté de ta part, mais t'es une combattante qui forcément sort des sentiers battus par rapport au chemin traditionnel qu'on voit d'une combattante française, même si j'imagine que c'est plus développé que ce qu'on croit, et tu ne dois pas être la seule dans ce cas-là, très clairement. Mais c'est assez particulier comme situation, mais vous êtes bien trouvé finalement parce que j'ai l'impression que les gens au Rising et le public japonais t'as vraiment apprécié. Et je sais pas, je suivais un petit peu ton trip au Japon par rapport à tes stories sur Insta et tout, et j'ai l'impression que c'était une manière de vivre qui te plaisait aussi, non? Bah, en fait, moi, là, après mon combat, après cette semaine de combat au Rising, au Japon, je me suis dit, j'ai trouvé ma place, tu vois. Enfin, c'est comme si tu te réveilles et tu dis, ah, j'ai trouvé le job de mes rêves. Et là, j'ai trouvé l'endroit où je veux être, pas où je veux vivre, mais où je veux combattre. Parce que tout l'état d'esprit, en fait, correspond au mien. Et même le matchmaker m'a dit la même chose, que ce soit le show. Parce que moi, en fait, ce que j'aime dans le MMA quand je vais combattre, c'est qu'il y ait, voilà, 50 000 personnes,
Tu vois, tu as des feux d'artifice, tu as des lumières de fou, tu as une mise en scène, un show qui est extraordinaire, que tu as l'impression que tu es dans un concert, vraiment. Et moi, me sentir un peu comme une rockstar, tu vois, c'est voir tout ce monde, j'ai vraiment adoré. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'UFC parce que l'UFC ne met pas en avant le show, il met en avant autre chose, tu vois, c'est la qualité aussi des Ah, combattants, mais il n'y a pas de show. Et je pense que je kifferais pas tant que ça être à l'UFC. Mais le Rising, j'ai vraiment trouvé ma place. Ensuite, il y a les règles qui sont beaucoup plus permissives, c'est-à-dire que tu peux mettre des coups de pied, des coups de genoux au sol, des coups de coude de haut en bas. Et dans mon style de combat très agressif et qui est finisher, ça me correspond totalement. Et ensuite, il y a le public aussi qui est hyper respectueux, hmm. qui va pas t'insulter ou quoi. Que tu sois un homme ou une femme, t'es un combattant. Donc ton statut social déjà, il est beaucoup plus élevé, tu vois. Et quand tu combats, ils sont comme un match de tennis, ils sont tous en silence. Tu entends rien dans la salle, juste tes coachs. Par contre, quand il se passe quelque chose, tu entends voilà, 20 000 personnes crier, tu vois. Et après, voilà, ils respectent les combattants et ils regardent en silence. Et j'adore ça. Ouais, public ultra connaisseur, et c'est vrai, Oui, tu as exactement dit, parce que ceux qui ne le savent pas, peut-être, quand tu regardes, moi j'avais regardé un événement du Rising, effectivement, en fait, tu as un silence d'église quand ça commence et ouais. tout, ça s'observe, ça fait un petit peu de repérage, les premières informations de combat, et effectivement, dès qu'il y a une explosion ou une action un petit peu forte, oh, enfin, tu sais, d'un coup, tu as Oui, vraiment tout ce truc-là qui se crée, c'est très particulier, mais c'est c'est ça. sympa, hein. Mais sans que tu aies tout un peu les insultes ou tu sais, les mots un peu virulents que tu peux entendre dans des shows aux États-Unis ou même en France. Et je trouve ça vraiment cool parce que vraiment, il y a un gros respect envers les combattants. Et nous aussi, on en a besoin parce que, tu vois, on travaille comme des acharnés, on fait quelque chose que peu de personnes sont capables de faire. Et quand au final, tu combats et qu'on te dit, ouais, t'es bidon, moi j'aurais fait ça à ta place et tout, regarde là. Bah, tu sais, t'as envie de dire, ouais, attends, t'es là en train de manger des chips sur un canapé, à me regarder, à me juger, tu vois. Mais il y a vraiment des gens qui t'ont dit ça? Parce que, enfin, et ce que je vais Oh, dire, mais tout le temps, mais ça, c'est c'est pas pour tout le monde, ça. péjoratif, mais normalement, les combattants qui tombent sur ce genre de débilité, ça n'a pas d'autre nom, c'est Mm. plus ceux qui sont très, très, très en lumière. Mais même toi, à ton niveau, alors qu'on disait que tu n'avais pas forcément toute la visibilité du monde, tu as quand même des gens qui sont venus dans tes commentaires te casser les pieds, quoi. Alors, pas forcément dans mes commentaires, etc. Mais par exemple, quand je suis passée au Bellator, il y a 3 ans, Ouais, tu as un live enfin, tu as une vidéo sur YouTube qui passe, et donc tu as les commentaires en live. Donc, forcément, quand moi je regardais le replay ou quoi, je les vois, les commentaires. ouais, En fait, tu sais, c'est le Homer Simpson devant sa télé, quoi. C'est le mec qui regarde un match de foot ou un match tu vois, ouais. de voilà, un truc populaire et il se permet de critiquer. Mais ça, c'est les gens. Après, tu peux rien y faire. Il y a des gens qui sont comme ça et puis faut juste laisser parler, tu vois. Hmm. Mais au Japon, t'as pas ça. Et ça fait du bien en tant que combattant, tu vois, quand même d'avoir ce respect en retour. Bien Parce que sûr. toi, tu leur offres un show. Mais voilà, en retour, quand même, que tu perdes ou que tu gagnes ou que tu aies fait une contre-performance, ben, tu es quand même allé dans une cage et voilà, tu es allé prendre des coups et tu vois, c'est pas rien, quoi. Bah, puis surtout, quand tu vas dans une cage, c'est qu'en général, tu as le rythme de vie où tu t'entraînes, tu essayes de tenter des choses, et en général, tu es un peu moins assis sur un canapé. C'est juste deux conceptions un peu différentes, je pense, tu C'est vois. ça, c'est pas juste le fait de combattre, c'est tout le lifestyle qu'il y a autour et tout ce que tu donnes pour ce sport, y compris ta santé parfois, Hmm. souvent même. Donc, ouais, le respect, c'est un minimum, quoi. Et justement, du côté lifestyle, déjà, parlons français et partons de la base. L'évolution financière que tu as sur ces combats, sur ces types de contrats, elle est conséquente pour toi? C'est un vrai changement? Tu sens que ça te fait basculer dans... Enfin, ta vie bascule concrètement? Enfin, ou si tu peux nous dire de Alors, combien à combien ça passe, typiquement, ça nous aidera, mais je sais que c'est toujours un peu délicat, c'est toi qui vois. alors là, ce qui se passe, c'est que déjà, je suis plus active. Voilà, j'ai un combat il y a 3 mois, j'en ai un maintenant, je vais en refaire un bientôt. Enfin, normalement. Donc, en fait, le fait d'être active, déjà, de faire 3 ou 4 combats dans l'année, ben, même si tu es payé la même chose, au final, tu as 4 fois plus, tu vois. Bien sûr. Donc, ça, c'est cool. Et après, oui, niveau financièrement, évidemment que le Rising, c'est une grosse orga qui paye très, très bien. Alors, au début, pas forcément, parce qu'ils ont besoin que tu fasses tes preuves, de te connaître. Et plus tu es populaire, plus tu vas gagner. Et là, ce qu'on me propose, c'est mieux que si je faisais un début à l'UFC. Surtout si tu penses après aux taxes, etc., que tu dois donner aux États-Unis Mhm. ou au pays. Donc là, pour moi, voilà, si demain j'allais à l'UFC, je serais moins bien payée.
C'est en ouf. début de carrière. Sachant que Donc, et en plus, je sais qu'au Japon, voilà, là, j'en suis déjà à faire la ceinture. Je peux aller très vite, très haut et gagner cette popularité qui te fait gagner plus d'argent aussi. Donc, ça peut aller très vite pour moi. Si, imagine un combattant qui fait sa carrière au Rising et demain il passe à l'UFC, mais en fait, il est personne parce qu'il n'est pas connu aux États-Unis, il n'est pas connu en Europe. Donc, il repart un peu à zéro. Tu vois, il repart un peu sur des primes moindres. ouais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui restent en Asie quand ils sont bien installés, quoi. Ouais, ou un peu comme ce qu'on voit au KSW avec Saladin Parnasse, qui est très très bien installé. On sait que financièrement, on est entre 5 et 6 chiffres par combat, on va pas se mentir, hein, on est dans ces eaux-là. Mhm. Je vous rappelle aussi, ceux qui sont dans le chat, peut-être qui découvrent les orgas MMA, effectivement, l'UFC, c'est la Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau, c'est ce que tout le monde regarde en premier. Mais effectivement, les premiers contrats, la base, je crois que c'est 10+10, hein, si je dis pas de conneries. C'est 12+12. 12+12, voilà. Ouais. Mais c'est pas forcément eux qui offrent le plus gros billet d'entrée de Non. toutes les organisations. C'est En fait, important de le savoir. au niveau pourcentage par rapport à ce qu'ils gagnent et ce qu'ils reversent aux combattants, ils sont pas les meilleurs en termes de pourcentage. Donc c'est pour ça que tu peux faire beaucoup plus ailleurs. Et ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et pareil, enfin j'imagine, et on le sait, dans des organisations asiatiques, pareil, comme au KSW, les 5-6 chiffres, quand tu deviens vraiment la star, celle qu'on vient voir, etc., ça peut arriver très très vite. Et t'auras peut-être toujours pas le rayonnement en Europe ou truc ou quoi, mais en Asie, tu seras très très très... Enfin, tu seras une superstar, vraiment, hein, c'est les termes. Hein. Ouais, mais après aussi, il faut savoir pourquoi tu fais ce sport. C'est-à-dire que moi, j'ai pas non Bien plus. sûr. Ma priorité, c'est pas d'être une méga star ou d'avoir d'avoir l'étiquette UFC et dire oh j'ai été à l'UFC, tu vois, j'ai fait un combat, je me suis fait éclater. Bah, moi mon but, c'est de kiffer déjà parce que j'aime combattre, mais aussi, j'ai 34 ans, je vais bientôt arrêter, hein, on va pas se mentir, tu vas pas faire ça toute ta vie. J'ai un enfant, c'est aussi de gagner ma vie, tu vois, et de construire quelque chose avec cet argent que je vais me faire dans le combat et de pas tout dépenser comme ça. Et après, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Mm. Donc, évidemment, c'est ça que je prends en compte. Si ça veut dire rester dans l'ombre et ne pas être connu dans mon pays, c'est pas grave, c'est pas important parce qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Il Bien faut sûr. voir à long terme, tu vois. Donc voilà, je pense plus comme ça. Après, comme tout à l'heure, tu parlais de l'UFC. L'UFC, c'est là où il y a les meilleurs du monde. En tout cas, 90% du roster, c'est les meilleurs du monde. Moi, il faut savoir que si je combattais à l'UFC, ce serait en 52 kilos. Et aujourd'hui, mon poids, là, sans cutter, je suis à 51,5. Donc, imagine les filles que je me taperais à 52, la différence de poids qu'il y aurait, elle serait énorme. Ce serait un risque pour moi d'aller combattre des filles qui sont une catégorie au-dessus. Donc, ça n'a pas trop d'avantages. Et au Japon, les filles qui font mon poids, je pense que c'est les meilleurs du monde. Donc en fait, moi aussi, c'est comme si j'étais à l'UFC de l'Asie, tu vois, Ouais, enfin des ouais. 49. Je vais me taper contre les filles qui sont très, très, très fortes. Donc je ne fuis pas le niveau UFC ou quoi que ce soit. Je fuis une division qui n'est pas la mienne, on va dire, entre guillemets. Mais dans la mienne, il y a du gros niveau là-bas. Il y a des judo professionnels, des lutteurs professionnels, tu vois. Et voilà, ils ont ça dans le sang, quoi. Ils font ça depuis petit, tu vois. Donc il y a du challenge aussi sportif. Il n'y a pas Ouais. que le niveau show et argent, quoi. Et cette catégorie-là, donc on parle, ça s'appelle, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle c'est atomweight, c'est ça, hein. C'est C'est poids, ça. poids atome. Ça existe dans une autre orga assez grosse ou une orga occidentale, cette caté-là, ou ça reste vraiment très localisé en Asie? Alors, ça existe à l'Invicta, qui est une organisation 100% féminine aux États-Unis. Ouais. L'Invicta était intéressé à me signer, mais j'étais déjà signée avec Combatté, donc c'était impossible parce Ah que oui, c'est ouais. des orgas concurrentes. Mais ils étaient très intéressés. L'Invicta, c'est très réputé en fait pour son niveau, etc. Financièrement, c'était moins intéressant, mais ça m'aurait vachement plu aussi d'aller là-bas à un moment donné. Et sinon, c'est le combatté. Et après, tu as le one, mais le one, en fait, ce qu'ils appellent atomweight, c'est les 52 qui ne se déshydratent pas puisqu'ils font pas de Ah cutting. oui, ouais. Voilà, ils ne doivent pas dépasser un certain taux de déshydratation. Donc, si tu veux, même si tu es en 52, mais c'est comme si tu étais en 49 avec la déshydratation, tu vois. Donc, on va dire que c'est un peu la même catégorie. Donc, ouais, ces 4 organes, je pense que c'est ceux qui font atomweight, et puis après, c'est tout. Et typiquement, One, pour une combattante comme toi, par rapport au Rising, c'est intéressant, c'est équivalent, c'est moins bien, c'est... Je pense que c'est intéressant. Il y a aussi du très gros niveau, très très haut niveau. Maintenant, ce qu'il y a de mieux au Rising, je pense que c'est le côté show que Ouais. j'ai vraiment apprécié.
Mais maintenant, voilà, je suis jamais allée au One, hein, je regarde pas non plus tous les mois le One, donc je peux pas trop t'en parler. Mais c'est vrai que c'est une très très belle orga. Pareil, de bonnes primes et un très haut niveau aussi. Et en plus, là, enfin, je dis ça comme ça, mais par rapport à tout ce que toi tu sais faire, etc. Enfin, c'est aussi la possibilité. Enfin, parce on parle clairement des enjeux financiers, etc. Et je sais qu'avec Jonathan McCarty, il en parle assez souvent. Est-ce que tu peux être un profil de combattante au One qui fait et des combats de MMA, par exemple, et des combats de grappling, ce qui permet d'avoir un bon rythme, plus d'activité et tout. Ça, c'est des trucs qui peuvent t'intéresser? Euh, Pourquoi pas, mais après, je pense que ceux qui font des combats de grappling ou de Muay Thai, c'est vraiment des gens c'est des figures dans leur discipline, tu vois. C'est vraiment Ouais. des superstars, tu vois, ou des gens qui ont déjà un très haut niveau. Je pense pas que c'est le genre de choses qu'on me proposerait. En dehors du MMA, je pense pas qu'on me proposerait autre chose. Ou alors des combats, tu sais, où tu mixes un round Muay Thai, un round MMA, un round Muay Thai. Ah oui, ouais. Ça peut être aussi intéressant, mais je sais pas si c'est vraiment ce que je recherche. Ouais. Non, je préfère rester dans le MMA, dans ce que je sais faire et ce que j'aime bien au Rising, c'est que parfois c'est dans un ring, donc ça change quand même un petit peu ton game plan ou ta façon de combattre, et cetera. Donc tu dois aussi t'adapter d'une certaine manière. Toi qui es combattante de MMA, justement, le fait de combattre sur un ring, c'est quoi les principaux changements que ça impacte? C'est quoi? C'est plus petit? C'est plus difficile Non, de lutter? je je pense pas que ce soit plus petit, je Ok. pense que c'est quand même un grand ring. Par contre, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup lutter contre la cage, donc là tu peux le faire quand même parce que ça fait 2 mois que je combats en ring et que je me rends compte que tu peux le faire, mais c'est pas vraiment pareil. Pour ce combat-là, ça m'arrange parce que moi, je veux plus la striker, je veux plus la boxer, me déplacer. Et elle, c'est une lutteuse grappleuse. Donc, si tu veux, ça m'arrange très bien que ce soit un ring, surtout pour la défense, tu vois. En plus, j'ai bien aimé combattre en ring, donc franchement, c'est cool. Maintenant, si je devais combattre et lutter, je suis capable de lutter au milieu de la cage, enfin au milieu du ring, sans avoir besoin Hmm. d'une paroi. Donc ça me va aussi, tu vois. C'est pas très dérangeant si c'est un ring ou une cage en fait. Mais de toute façon, j'ai l'impression que toi, t'es l'essence de la combattante. Il n'y a pas grand-chose qui te dérange au final. Tu t'adaptes juste, non? C'est ça, c'est ça. Ils m'ont dit un ring, j'ai dit ok. Et puis ils m'ont dit 3 fois 5, 5 fois 5. Je dis ok, on va s'adapter. De toute façon, on est là pour kiffer. Et voilà, hein. Fais attention, à un moment donné, ils vont dire on va te mettre deux filles contre toi. Tu vas dire oui. Après, c'est peut-être un peu Par dangereux. contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire un jour on fait un round de 10 minutes parce que ça ils le font au Rising. Ils le faisaient au Pride à l'époque. Ouais. C'est un round de 10 et peut-être un de 5 après ou quelque chose comme ça. Ça peut être un gros challenge aussi un jour. Pourquoi pas? Mais toi, il n'y a aucun challenge qui te fait peur, non? À la limite, s'il te propose de combattre un homme, tu y vas aussi. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais c'est vrai que ouais, tu vois, j'ai fait le combatté, j'ai fait le tournoi d'une soirée, 3 combats. Ben, ça, c'est pareil, il n'y a pas de Française qui l'a fait. C'est vrai que, comme tu disais, je sors un peu des sentiers battus. C'est vrai, j'aime faire des choses qu'on ne fait pas spécialement et qui sortent un peu de la routine ou de l'ordinaire. J'aime bien aller un petit peu sur le côté, tu vois, et faire mon délire à moi. Et puis après, c'est des bons souvenirs, tu vois, c'est des bonnes expériences qui peuvent toujours t'apporter pour la suite. Donc, ouais, tous les challenges sont bons à prendre. Tu peux nous parler justement de ce challenge que tu vas affronter. Elle s'appelle Seika Izawa. J'ai l'impression que déjà, tu disais, hein, pour ton premier combat au Rising, tu affrontais quelqu'un qui était déjà assez réputé et connu localement. Là, c'est Mm. encore plus haut. Pour nous, je vais me mettre dedans, nous qui ne connaissons pas très bien le Rising, ni forcément Seika Izawa, tu te doutes bien. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer un peu ce que ça représente ce combat concrètement? Alors, bon, la précédente adversaire, elle était très populaire en fait, et à l'époque, elle était championne du shootboxing, donc c'est un peu boxe et lutte, on va dire. Et en fait, elle aurait dû affronter cette Seika Izawa, qui est la championne du Rising, qui est invaincue, qui est 10-0, qui est une fille du Jiu-Jitsu, qui a 2 ceintures, qui a une autre ceinture dans une autre orga. Et le combat, du coup, comme j'ai gagné, c'est moi qui ai pris la place pour le titre. Et donc cette fille-là, elle est reconnue comme étant actuellement la meilleure atomweight du monde, je crois, ou une des meilleures atomweight du monde. Déjà parce qu'elle est invaincue, parce qu'elle a des finishes, des soumissions, et parce qu'au Japon, comme tu dis, comme je t'ai dit, tu vois, tu peux très vite gagner en popularité, surtout si on t'a bien construit ta carrière. Moi, j'ai regardé ces combats. C'est bien de briller quand tu as des adversaires qui sont pas non plus ouf.
Je pense pas qu'elle ait eu des adversaires très, très durs. Moi, je pense que ce que j'ai de plus qu'elle, c'est l'expérience. C'est-à-dire que j'ai eu des défaites et malgré tout, les défaites, c'est énormément d'expérience et tu sais ce que c'est, quoi. Tu sais ce que c'est que de voir ton sang couler, sur la cage et de devoir continuer. Tu sais ce que c'est que de perdre et de revenir. Voilà, donc ça, c'est une grosse expérience. Elle a jamais connu la défaite, elle sait pas ce que c'est. Elle a beaucoup à perdre, je pense. Elle est la championne, elle est invaincue. Elle a beaucoup plus de pression sur les épaules, elle combat chez elle. Moi, j'arrive en challenger un peu, voilà, un peu super contente d'être là et en même temps avec beaucoup d'armes dans ma poche. Et je pense être beaucoup plus complète en termes de MMA qu'elle parce que j'ai de la boxe. Je sais me servir de mes poings, je sais dropper mes adversaires, je sais les mettre KO. Et elle, en fait, elle a vraiment, tu sais, c'est un peu le MMA des années 90. Elle a un domaine dans lequel elle excelle, mais par contre, sa boxe, elle est pas bonne du tout. Elle Ah boxe ouais? elle boxe pour chercher le clinch, mais c'est vraiment très très brouillon. Elle a commencé le MMA il y a pas si longtemps que ça, donc elle a pas un niveau très bon en striking. Mais ça veut pas dire qu'elle sait pas aller où elle va. Elle sait pas mettre en place son game plan. Elle sait le faire. Mais je pense qu'elle a jamais eu une adversaire à ce poids-là qui soit aussi puissante que moi. Tu Hmm. vois, quand je regarde ses adversaires, je pense qu'elles sont toutes un petit peu faiblardes, tu vois, en termes de puissance. Ouais. Et je pense que quand elle va voir ma puissance, elle va se rendre compte parce que l'Arena d'avant, là, la fille d'avant, c'est pareil, première droite, elle est tombée et après elle s'est relevée. Et pourtant, elle était plus lourde que moi. Donc, tu vois, là, elle va se rendre compte, je pense qu'il y a une différence de puissance et une différence de technique aussi en boxe. Et c'était une de tes grosses forces aussi au combatté sur la soumission que tu avais mis très rapidement, c'est que toi tu fais la liaison très vite, c'est que je crois que vous vous serriez un petit peu, il y a un coup qui part, ça part au sol, tu te jettes dessus et tu la termines. C'est des trucs que tu maîtrises Oh, plutôt ouais, bien, d'aller enchaîner justement une fois que ça a commencé ouais. debout, que ça virevolte un petit peu, d'aller terminer au sol. Ouais, je l'avais droppé avec un uppercut et j'avais suivi direct d'avoir pris son dos, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la différence entre l'Angleterre, les États-Unis et la France. C'est qu'en France, on a des très bons spécialistes du sol, du Muay Thai, etc. Mais on manque de connaissances, enfin de pratique sur les transitions du MMA en général. C'est-à-dire passer du striking à la lutte, au Ouais. sol, revenir. Et c'est ça qu'on manque beaucoup en France. Et c'est ce que j'ai beaucoup appris, moi, ici, en étant ici en Angleterre. C'est le MMA dans sa globalité et pas juste discipline par discipline et on les met ensemble dans un 5 minutes et on voit ce que ça fait, tu vois. Hmm. Donc ouais, voilà, une fois que je l'ai droppé, j'ai suivi avec le contrôle, le sang-froid et puis j'ai réussi à la soumettre. En plus, je regarde, là je suis sur son tapologie, hein, donc je regarde en même temps. C'est quand même quelqu'un qui affronte assez souvent les mêmes adversaires. Il y a au moins deux Elle a trois fait des revanches. revanches. Ouais, souvent Ouais. 2-3 revanches. Bon, je dis. Mais parce qu'aussi, alors ça, c'est un truc que le matchmaker m'avait dit. Il m'avait dit en 49, on a besoin de renouveler notre roster parce on tourne vite avec les mêmes filles. Mhm. Il y a pas beaucoup de filles à ce poids-là non plus dans le monde, tu vois, parce qu'ils veulent aussi avoir des étrangères. Et il m'a dit c'est pour ça que pour nous c'est intéressant de t'avoir pour avoir de nouvelles figures et en plus qui cartonnent bien. Et pour toi, ben voilà, ça te donne l'opportunité de signer des combats intéressants. Donc ouais, c'est vrai qu'ils tournent un peu en rond, je pense, avec les mêmes filles. Bah ouais, et puis et je sais pas si toi, à l'époque, ou en France ou autre, bah, je sais pas si même il y a des filles de ta catégorie de poids ou tu sais qui se forcent à aller dans des catégories strawweight, etc., savent qu'il y a des très bonnes orgas qui proposent des combats pour des moins de 49, etc. Enfin, je me rends pas compte en fait. Mais en tout cas, je passe le message. Enfin, au Rising, si vous êtes très très fort en moins de 49, allez-y. Hein, ça a l'air Il y a, d'être il y le a- bon il y endroit. Hein. a- ouais, il y a pas beaucoup de vrais 49 en France. Ok. Euh, Ouais, parce qu'après, c'est quand même un poids qui est super bas. Il faut être assez petite pour faire ce poids, ou alors il faut être vraiment très, très fine et pas très physiquement, tu vois, musclée. Ouais. Donc, c'est un profil type que tu vois beaucoup en Asie, mais en Europe, aux États-Unis, peut-être un peu moins. Peut-être Amérique Donc, latine, non? Si tu vas. aussi, ben Ouais. oui, c'est pour ça qu'au combatté, il y en a pas Hmm. mal aussi. Ouais. Mais voilà, c'est pas non plus une division qu'on voit beaucoup. Et en France, il me semble pas qu'il y ait beaucoup de filles. Ouais, il y en a peut-être quelques-unes, mais pour l'instant, en tout cas, elles n'ont pas fait grand-chose. On ne sait pas trop qui elles sont, tu vois. Elles n'ont pas encore fait des grosses orgas pour prétendre aller au Rising, je pense. Mais du coup, concrètement, de toi à moi, si tu éteins Seika Izawa, tu deviens la numéro 1, la numéro 1 des atomweight au monde, quoi.
Bah, en tout cas pas loin, ouais, je pense, ouais. Bah, Après je sais normalement, pas, non, normalement c'est toi, hein. fa faudra suivre le classement, mais oui, 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 pas loin, oui, sûrement. Non, mais tu t'attendais à ce que justement ça puisse aller dans ces dimensions-là et tout, parce que je dis pas, et c'est pas péjoratif pour le combatté, mais le combatté c'est encore un peu flou aussi sur tout ce qui est champion, comment ça te place Ouais. dans le monde du combat, etc. Quand tu es au combatté, tu te disais que ça pouvait être ça la suite, potentiellement être la meilleure de ta catégorie, mais au monde. Heu, Bah, en fait, c'est vrai que signer au Japon, en Asie, c'est compliqué pour une étrangère, pour une européenne, parce que qui te paye le billet, qui te paye ceci, il faut vraiment que tu sois quelqu'un en général, tu vois? Ou que tu sois un faire-valoir à la limite. Ouais, Mais c'est pour ça que j'en rêvais dans un coin de ma tête, mais j'imaginais pas qu'on allait pouvoir me le proposer. Moi, je m'attendais peut-être à signer au One un jour, ok. mais je me disais: «Ça va être compliqué parce qu'ils savent pas qui je suis et cetera». Donc je m'étais dit: «Ouais, je vais faire mes armes sur le combatté, mais ce sera quoi la suite?» Tu vois? Et le combatté qui me bloque un peu aussi parce qu'ils veulent pas me relâcher, mais en même temps, ils ont personne à me proposer. Ça c'est Donc ouf je quand me même. voyais un peu j'étais un peu pas en dépression, mais tu sais, me dire: «Tain, qu'est-ce que je fous là, quoi?» Je m'entraîne, ça fait 5 ans que je m'entraîne tous les jours, que je pars à l'autre bout du monde et j'en suis où là aujourd'hui, tu vois? Hmm. Donc et puis c'est arrivé, voilà et tout s'est un peu déclenché après ce combat au Rising. Donc bah, c'est cool. En fait, je pense que c'est super, mais j'ai aussi ce que je mérite d'un autre côté, tu vois? Bah non, non, mais c'est clair. Et puis en plus, j'imagine qu'en tant que combattante, il y a tellement de trucs qui doivent passer par la tête parce que tu dois dire, mais peut-être qu'il faut que je monte de catégorie et tout. Mais tu le disais tout à l'heure, c'est pas forcément Ouais, selon ton morphotype et tout, c'est pas du tout adapté en fait. Après, je sais pas, t'as dû ouais. dire peut-être un autre sport, un truc, machin. Enfin, c'est. Enfin, Bah, on toute s'est cette avec mon manager, réflexion. ouais, avec mon manager, on s'était dit: «Il faut jouer sur les 2 tableaux, sur 49 et 52. On peut pas se contenter de 49 s'il y a pas beaucoup d'opportunités». Donc moi, je proposais les 2. Je proposais aussi 52, même si je savais qu'il y aurait toujours une différence de poids. Mais voilà, ça venait pas ou les propositions, elles étaient pas intéressantes, tu vois? Et des fois, ça met du temps, mais il faut juste être un peu patient et puis ça arrive et puis voilà, là, c'est arrivé donc voilà. Tu disais tout à l'heure, tu as 34 ans, donc tu envisages déjà la fin de carrière, etc. Enfin, c'est déjà quelque chose que bah, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est à quel âge tu te dis, allez, c'est bon, stop, et je me consacre à mon fils ou autre déjà, comment Pour tu être vois honnête, ta vie après? pour être honnête, je l'envisage même pas en vrai parce que je crois que je suis à mon pic là, tu vois? Je me sens tellement bien physiquement. Hmm. Ça a jamais été aussi facile pour moi de perdre du poids tout en mangeant très bien. Avant, c'était plus dur. Aujourd'hui, j'ai un style de vie qui est vraiment carré. Physiquement, je me sens au meilleur de ma forme, techniquement aussi. Donc, je me dis pas, oh là, ça commence à être dur et tout, je récupère mal, j'ai des blessures. Je suis pas dans ce cas-là. Donc, je peux continuer encore, mais je suis pas non plus débile et je sais que déjà, une carrière, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, tu le sais pas. Une mauvaise blessure et voilà, tu repars pas. Ou voilà, peut-être que dans 2 ans, j'aurais plus la même forme aussi, on ne sait pas. Tu sais qu'à 34 ans, il y a un moment donné, tu vois, c'est comme la ménopause, tu sais que ça va arriver. Et donc, tu l'envisages. Tu te dis, si ça arrive, il faut que je me prépare à la suite. Mais honnêtement, je serais prête à continuer encore 4-5 ans à combattre si mon corps il reste aussi bien. Euh, Moi, j'adore ça. Donc, je Bah pense que ouais. j'arrêterai le jour où je prendrai plus de plaisir ou que mon corps pourra plus. Voilà. Bah, je pense que tu as surtout pas mal de masterclass à offrir encore aux Français qui te connaissent pas. Est-ce que tu penses typiquement euh, que là, si tu deviens championne du Rising, ça pourrait être un motif pour ramener le Rising en France sur un événement, un truc comme ça, te faire combattre à la maison, entre guillemets? Est-ce que c'est un truc que toi t'aimerais, ou bah, aujourd'hui avec le détachement et on va dire ce cas un peu particulier, finalement, c'est pas vraiment une case à cocher pour toi? Je pense que si je suis championne, oui, ils pourraient envisager quelque chose comme ça, faire un truc en Europe. Je sais qu'avec le Bellator, ça a été dans les discussions en off de faire quelque chose à Paris. En tout cas, c'est quelque chose qui leur plairait. Maintenant, de là à l'organiser, ça coûterait énormément d'argent d'organiser un Rising à Paris, même si c'est un Rising versus Bellator. Mhm. Donc, c'est pas encore dans les projets qui sont écrits, mais tu vois, c'est quelque chose auquel ils peuvent penser. Donc, c'est vrai que si moi je me retrouve avec une ceinture, bah oui, ça pourrait être, ils me mettraient peut-être sur l'affiche, etc. Et si ça arrivait, bah oui, je serais contente d'à la fois avoir le côté chaud du Rising et en plus être proche de ma famille et de mes amis pour qu'ils puissent enfin venir me voir. Ça, ce serait envisageable, oui. Ouais. Ouais.
ce serait cool. Ça, c'est un truc qui te ferait kiffer, bah, justement, ouais, le côté famille, amis, et cetera, parce qu'on le sait, enfin, tu le disais, c'est des sacrifices. Toi, tu as choisi aussi de sacrifier, bah, le fait de voir des proches, le fait de voir les personnes qui habitent, en France, et cetera. Tu es vraiment allé au bout du Ouais, truc. et puis de combattre devant un public qui est venu pour te voir gagner toi et pas ton adversaire. Alors Ouais. moi, j'aime bien, hein, combattre à l'étranger, être le challenger et créer des surprises. Et tu vois, tu arrives, on veut pas te voir gagner et à la fin, on te dit: «Waouh, ça c'est cool», mais à un moment donné, peut-être qu'un jour, ça me plairait aussi d'avoir, je sais pas moi, même 10 000 personnes, tu vois, qui sont là pour que toi tu gagnes, tu vois? Ça, Mmh. c'est c'est quand même, un support, un soutien, quoi. Bah, oui, puis ça parfois aussi, ça transcende certains Oui, oui. combattants, donc toi, c'est vrai que tu pas encore eu cette occasion-là, donc mais vu déjà ce que tu proposes dans la cage, je me dis si en plus tu es un peu galvanisé par le public, qu'est-ce que tu vas faire? Un KO sur salto arrière? Enfin, j'en sais rien, mais ça peut aller très, très vite, tu vois? Non, mais franchement, c'est hyper cool parce qu'il y a un côté, hyper belle histoire autour de ce qui t'arrive. Franchement, enfin, moi-même, je suis hyper content, mais je pense que tout le monde, on est hyper content pour toi. Et le seul truc qu'on attend, bah, c'est déjà que tu puisses prendre cette ceinture et que les gens, finalement, te remarquent plus par rapport à ça. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu notre côté, mais nous, on la connaît. Vous la connaissez pas, quoi. Genre, en mode, on vous en Mmh. veut, tu vois, limite. Genre, vous êtes sérieux? Mais comment ça se fait? Et c'est assez drôle parce que, en parallèle de ça, il y a une autre belle histoire qui s'est écrite et finalement vous êtes liés, j'ai l'impression, c'est celle de Nora Cornol à l'UFC Paris. Et non mais c'est assez ouf que vous deux, enfin même si toi on te connaissait avant et tout, et pour le coup j'ai l'impression que elle ça a pop comme ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oula, mais waouh, ça sort Ouais. d'où? Et finalement j'ai l'impression, voilà, vous avez un peu ce côté, destin lié même à distance, genre il vous arrive des trucs de fou comme ça, et vous êtes prête, vous répondez présente et tout et tout. Ça Ouais. déjà d'où vous connaissez avec Nora, d'où ça vient? Parce que j'ai même pas compris. Alors, c'est marrant parce que moi, Nora, à l'époque où elle faisait de la boxe thaï, je la connaissais de vue, hein, sans la connaître personnellement, mais je savais qui elle était parce que j'ai aussi commencé par la thaï, donc j'ai un peu suivi, tu vois. Et puis voilà, sans plus. Et en fait, il y a un an, je pense qu'elle était un peu dans le flou au niveau de son management, de ses organisations, où combattre, etc. Et puis elle me contacte, elle me dit excuse-moi, Claire, je ne veux pas te déranger, mais est-ce que tu aurais un contact au combatté, je sais pas, peut-être pour, est-ce que tu penses qu'ils cherchent des filles ou comment tu te sens là-bas et tout. Elle cherchait un peu des infos sur le combatté Mhm. et moi je lui réponds, tu vois, je lui réponds super bien et tout et elle me dit: «Ah, ça fait plaisir, je pensais pas que tu allais, me répondre et tout, tu avais l'air un peu froide sur les réseaux». Elle pensait que j'étais une connasse quoi, je sais pas. Et en fait et en fait, on a commencé à parler et à se dire des trucs, à se raconter des anecdotes, un peu plus privées et tout et à se lier une amitié en peu de jours. Et au fur et à mesure, voilà, c'est devenu vraiment une amie Mais ça et part j'ai du tout virtuel, suivi hein. de ça part complètement du virtuel parce qu'en vrai, on s'est rencontrés qu'une fois, il y a pas si longtemps après mon combat, je suis partie à Paris, pour voir un pote et c'est là qu'on a pu se voir avec Nora. Mais on s'est toujours parlé ou appelé ou quoi et on s'était pas vraiment vus, en fait. Mais une amitié très forte et c'est vrai que là, en fait, sa signature à l'UFC, elle a été, annoncée en même temps que mon combat, que c'était mon combat pour la ceinture, ouais. Et donc voilà, en fait, on évolue ensemble, tu vois, chacune de notre côté, mais on évolue dans ce sport et on rencontre aussi les mêmes problématiques parce qu'on est, voilà, on est des femmes, on est des combattantes, euh, les managements, tous ces trucs-là, tu vois, donc on s'en parle, on s'entraide, on se donne des conseils et on se soutient. Et en fait, c'est ça que tu as besoin aussi, c'est tu as besoin d'être entouré de gens qui font la même chose que toi et qui te soutiennent parce que tes amis, ils sont gentils, mais ils comprennent pas, tu vois. Bien sûr. Donc c'est bien d'avoir des gens qui font la même chose que toi, qui galèrent au même moment que toi, qui évoluent au même moment que toi. Et voilà, on est super potes et c'est cool. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait au programme, le fait de s'entraîner ensemble potentiellement pour le combat de Nora, c'est ça? Ouais, ça fait un moment que je lui dis de venir s'entraîner à Londres, chez nous, parce qu'il y a pas mal de filles, il y a pas mal de mecs à son poids aussi, et que le niveau, il a rien à voir, tu vois. Donc, je lui ai dit, il faut que tu viennes, il faut que tu vois par toi-même, parce que j'aurais beau te le dire, tu vas me dire oui, oui, d'accord, mais il faut que tu viennes tester. Et là, ça se met enfin en place parce que, bah, après, c'est un coût aussi, c'est un budget, ça demande une préparation de venir s'entraîner à Londres. Mais là, voilà, en août, normalement, elle devrait venir. Elle va dormir chez moi et on va s'entraîner tous les jours ensemble. Et ça va. Je pense que j'espère en tout cas que ça va l'aider pour la prépa de son fight,
que si elle retient ne serait-ce qu'une technique, qu'un conseil, bah, ce sera déjà ça de prix. Et voilà, elle va passer un gros step, là, elle va passer à l'UFC sur une combattante qui est déjà renommée, qui a déjà fait ses armes là-bas. Donc voilà, pour elle, c'est une grosse porte qui s'ouvre et c'est génial, quoi. Donc faut tout mettre en place pour être au top le jour J. Tu vas la voir combattre, toi, à l'UFC Paris? Enfin, il y avait un projet d'être dans le coin, un truc comme ça, ou pas trop? Non? Non, non, pas d'être dans le coin. Après, tu vois, elle a une bonne équipe autour d'elle, des gens avec qui elle travaille depuis longtemps et qu'elle a envie d'avoir dans son coin. Et jamais j'irai lui demander de me garder une Mhm. place dans son coin. Maintenant, aller voir l'UFC, je sais pas pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ça. Oui, je pense que tu as d'autres échéances un peu plus. où tu es un peu moins Ouais. spectatrice et un peu plus combattante qui Ouais, je suis arrivent. pas très spectatrice, mais c'est vrai que pour aller voir des potes, oui, ça peut être Ouais. intéressant. En tout cas, je le regarderai, ça c'est sûr. Ok. On rappelle, toi, ton combat, c'est quoi? C'est dimanche? C'est dimanche prochain. Alors, par rapport au décalage horaire, ce sera dimanche matin, heure française. La cérémonie d'ouverture, qui est très belle et que si vous voulez voir du show, faut la regarder, elle est à partir de 9h du matin, dimanche. Ouais. Et c'est sur Fight TV, donc FITE, c'est une application de streaming. Voilà, tu payes le pay-per-view, $12, et puis Je vais, toute la soirée du Rising. Franchement, je vais mettre le lien. Alors, ça me fait chier qu'on le diffuse pas, mais en fait, dans le cadre de Ouais, nos accords, nous, notre accord, en fait, il concerne le Bellator, mais là, le Bellator. en fait, c'est un super Rising qui rentre pas dans le Bellator versus Rising. C'est un peu compliqué. C'est 2 événements en une journée. Nous, le Bellator, ils vont combattre juste avant nous. Et nous, on va combattre dans l'après-midi du dimanche, heure japonaise. Donc, ouais, par rapport au jet lag, enfin, par rapport à l'heure américaine, c'est pour ça qu'ils font le dimanche Ouais. matin au Japon. Ouais. Bah, mais je vous ai mis le lien dans le chat justement pour Fight TV. Franchement, si vous avez jamais vu combattre Claire Lopez, prenez le pay-per-view, ça vaut le coup. Et puis, enfin, franchement, moi, tu sais ce que je pense de toi et je le fais régulièrement sur les réseaux. Je pense que elle mérite énormément plus de visibilité et que les gens s'intéressent à ses combats parce que c'est vraiment une des machines de guerre qu'on a aujourd'hui dans le MMA en France. Et bah, elle mérite juste qu'on la soutienne en fait et qu'on soit là pour la voir parce que elle fait des dizaines de milliers de kilomètres, elle porte le drapeau, elle fait du sale après. Donc ouais, c'est ce qu'on aime en fait. C'est clairement ce qu'on aime, Claire Lopez dans le MMA. Donc foncez sur ses réseaux sociaux, hein. C'est Claire Lopez MMA un peu partout et allez donner un maximum de force. Prenez le pay-per-view et enfin moi je vous dis, hein, rendez-vous lundi et on va voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Enfin même fin de journée dimanche, à la fin du pay. En plus ça passe le matin quand même, c'est magnifique. Tu te Ah réveilles, ouais. tu es vraiment en On pleine va dire fin journée. de matinée parce que je suis main event, je suis en co-main event, donc on va dire fin de matinée vers midi, l'heure de l'apéro, tu vois, Bah cool. ouais, tu vois, petit midi, tranquille, hop là, terrasse, je sais pas, tu prends ton truc. Et Moi, puis le plan est franchement, fait. Moi, le plan est fait, tu vois. euh, franchement, en plus, tu vois, c'est l'occasion pour les Français qui s'intéressent depuis peu au MMA de découvrir un autre aspect du MMA, une autre forme, des règles différentes, un show différent, Mm. et de peut-être découvrir quelque chose qu'ils auront envie de regarder par la suite, parce que vraiment, le Rising, c'est quelque chose de complètement différent, et moi, ça me fout les frissons quand je regarde, quand je suis là au milieu, donc ça doit être la même chose pour les fans, vraiment, voilà, par curiosité déjà, et peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va vous plaire encore plus, quoi. Bah c'est ça, parce que déjà, en fait, tu as un petit avant-goût quand tu regardes les Bellator versus Rising, mais franchement, j'ai l'impression que c'est un avant-goût vers le côté full Rising, où là, c'est la folie, quoi. Ah ben là, on est au Saitama, donc franchement, ça va être énorme, quoi. Je sais pas si tu te rends compte 40 000 personnes ce que c'est, mais c'est le plus Bah, gros événement de l'année là qu'ils font, donc ils vont mettre tous les moyens en œuvre pour ce combat. Il y aura 3 title fights, 3 combats de ceinture, donc ouais, mais c'est surtout, énorme. c'est 40 000 personnes dans un truc qui est fermé. Parce que tu vois, le KSW et tout, Mm. c'est un stade à ciel ouvert. Donc là, tu sais que c'est des trucs où tu peux mettre 50, 60 000 personnes. Mais genre Ouais, 40 000 dans une salle fermée, imagine ouais. l'ambiance que ça crée quand il y a une entrée, Ah. quand il se passe tout ce show, les feux d'artifice et tout. C'est un délire. Ben regardez les cérémonies d'ouverture du Pride à l'époque avec Fedor, etc. Et vous comprendrez, c'est le même esprit qu'on a au Rising. Donc voilà, c'est vraiment un truc à voir. Faut le Bah, voir. je sais pas s'il y avait d'autres trucs que tu voulais évoquer ou si tu as des messages à faire passer, mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir à nouveau et on est trop content de voir que tout se passe bien pour toi. Ouais, non, mais j'avais rien de spécial à dire. Après, voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux, comme tu as dit tout à l'heure, parce que ça donne de la force, mais ça donne aussi des opportunités, hein, Bien pour sûr. les sponsors, pour les combats, etc. Donc c'est cool de donner un peu cette force. Ça coûte pas grand-chose. Donc Ouais. voilà.
Ouais. Et puis n'hésitez pas, ouais, soutenez, ou si vous avez des contacts, des trucs, les sponsors et tout, tout est important, tout peut aider, mais soyez juste là pour soutenir, mater le combat Mm. dimanche. Moi, je veux une Française avec cette ceinture-là. Après, tu pourras faire une parade sur Paris, tranquille. C'est... Non, mais non, on veut qu'il se passe des bonnes choses parce que franchement, tu as un parcours qui est hyper intéressant et je pense que je sais pas, il faudrait faire un doc ou un film ou quoi pour en parler, mais les gens, ils ont besoin de comprendre tout ce que tu as fait et on va dire le degré que tu peux atteindre dans le MMA mondial, parce que je pense qu'ils n'ont pas Mm. encore tous, ils ont pas encore tous saisi ce que ça Ouais. représentait. Bah, merci beaucoup Claire, je sais que tu dois aller t'entraîner, il est 25, donc tu vois, je te laisse 5 minutes de Non, répit c'est nickel, t'inquiète, ça marche. et je te remercie. Et puis bah écoute, on reste en contact, on s'attrape après le combat, etc. Enfin, comme d'habitude, hein. Et puis force à toi, hein. Pas de souci. Ça marche. Et, Allez, merci. et tout le chat qui te soutient aussi au passage. Voilà, bon C'est courage vrai. pour le combat, etc. etc. N'hésitez pas à lui envoyer des messages sur Twitter ou autre. On va vous mettre l'interview en replay sur YouTube. Vous la découvrirez peut-être un peu en retard, mais le message sera le même. Allez la suivre sur les réseaux, un petit message d'encouragement ou quoi. Et bah, tous avec toi. Fight.tv dimanche pour regarder le combat en pay-per-view. 12 €, t'as dit quelque chose comme ça? 12 à 12 $, donc un peu moins de Un 12 peu euros. moins, voilà, un peu moins de 10 balles. Voilà. Vous sacrifiez un grec ou un McDo et vous voyez du très très beau MMA et peut-être la numéro 1, la nouvelle numéro 1 atomweight, une française, Claire Lopez. Merci beaucoup. Je te laisse aller t'entraîner et puis ben force à toi comme d'habitude, hein. Allez, merci à tous. Merci, à bientôt. Ciao, ciao Claire.